Voilà, je pense qu'on a compris qu'on va parler de Man. Je l'ai préparé celle-là, j'avoue. Ah bon? Ça faisait pas du tout préparé. Bon, je l'ai préparé 5 minutes avant de lancer le truc. Je dis encore, puis à chaque fois que j'entendais encore Man, c'est de la faute à Yvick. Maintenant j'entends là encore. Donc voilà, vous l'entendrez aussi maintenant, désormais. Donc on va parler de Anchorman 1 et 2, dont son titre français est Présentateur vedette, la légende de Ron Burgundy. Oui, et c'est comme ça que vous pouvez le retrouver en streaming, malheureusement. Comment ça, malheureusement? Parce que Anchorman, c'est Anchorman en fait. Personne ne le connaît sous le nom de présentateur vedette. Ah oui, bien sûr. C'est ça qui est un peu con en fait. Oui. Enfin bref, de toute façon, c'est juste une traduction. Ils ont pris le truc un peu à la québécoise. Donc avec moi ce soir pour parler de tout ceci, on a Sarah. Bonsoir. Florian. Bonsoir. Et Olivier. Salut. Et nous avons donc regardé ou découvert. Est-ce que quelqu'un ici l'avait découvert? Non, j'ai pas l'impression. Si, Olivier. Voilà, donc les deux Anchorman avec en tête d'affiche Will Ferrell, pas Farrell. Will Ferrell Williams. Shakespeare. C'est un jeu qui mange du collet. C'est le nouveau jeu, il faut créer des nouveaux noms avec des mash-ups de noms, quoi. C'est Will Ferrell Williams. J'imagine bien sa tête. Colin. Oui, Colin Farrell. Oh, ouf. Ah oui. Oui. Colin. Colin Farrell. Colin Farrell. C'est la version belge. C'est le gosse qui se faisait frapper à l'école, quoi. Avec un prénom pareil. Et donc, réalisé par Adam McKay et produit par Judd Apatow, entre autres. Apatow. Oui, c'est quand il est pas tard. Il est Apatow. Pas les pétos. Oh mon dieu. Oh, ça va voler très long. Ça va être très très long. Oh là là. Parce que c'était pas un podcast qui a coûté 26 millions de dollars. Non, je pense pas. 26 millions de dollars. Avant de parler de tout ça, est-ce que quelqu'un ici en intro a un petit truc qu'il a vu, qu'il a envie de glisser subrepticement? Alors subrepticement, je sais pas, parce que moi j'ai regardé plein de trucs, mais je vais juste parler de un truc que j'ai vu hier qui était plutôt sympa et qui était plutôt une bonne surprise. J'ai lancé ça, c'est plutôt pas mal. Je pense que je vais mettre plutôt dans toutes mes phrases aujourd'hui. Ouais. C'est un film qui est sorti là sur Disney+, ça s'appelle Greatest Hits. Et c'est une espèce de comédie dramatique avec une jeune actrice dont j'ai oublié le nom. Comment elle s'appelle? Attendez, je l'ai. Lucy Boyton, qui est britannique, je crois. Et David Corenswet, Sweat, qui est lui le prochain Superman, dont on a vu passer d'ailleurs une première photo il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux, où il met une chaussure. Comme la pub de Volvic avec Zidane, bref. Je reviens sur le sujet principal. Donc, Greatest Hits, c'est l'histoire d'une jeune femme qui perd son petit copain avec qui c'est l'amour fou. Son petit copain décède dans un accident de voiture dans lequel elle est. Et donc on suit en fait un peu la gestion du deuil chez elle, qui est très particulière parce que alors les deux se sont connus autour de la musique, elle c'est une grande zikos, etc. Et en fait elle a des espèces de PTSD où à chaque fois qu'elle écoute une chanson qu'elle a déjà entendue avec son ex, elle replonge dans le souvenir, mais vraiment elle fait elle retourne dans le passé, mais littéralement, elle fait du time travel et elle revit le souvenir. Et donc, elle essaye de trouver au fur et à mesure le moyen de faire en sorte qu'il ne meure pas, qu'il n'ait pas cet accident de voiture. Puis en fil rouge, il y a sa vraie vie au quotidien, la gestion de son deuil, elle rencontre d'autres gens et tout. Et j'ai trouvé que le concept était plutôt intéressant. Moi, quand j'ai vu l'affiche et quand j'ai vu le titre, je m'attendais pas du tout à ça. Ça avait l'air d'être une espèce de petite comédie romantique, un peu sur fond de musique, etc. Et pas du tout. C'est une prod Searchlight Pictures, donc du coup, c'est pour ça que c'est sur Disney. Et ma foi, ça se regarde très bien. C'est vraiment mignon. Et j'ai trouvé que c'était une façon intéressante d'aborder un peu le deuil et
et la perte d'un être cher à travers la musique. Et c'est une très jolie petite histoire. Ça s'appelle Greatest Hits. Et le deuxième film dont je veux parler, rapidement, parce que j'en ai vu plein d'autres, mais celui-là vraiment, je l'ai trouvé vraiment nul, c'est Yannick. Donc, parce que j'en ai marre de faire tout le temps des recos sympas. En fait, j'ai regardé Yannick, le film de Quentin Dupieux, avec Raphaël Quenard. Je l'ai regardé parce qu'il y a Pio Marmaille dedans et j'adore Pio Marmaille. Donc il a sauvé le film. Pourtant, il y a aussi Blanche Gardin que je déteste. Mais le pitch rapidement, c'est des espèces de comédiens d'une troupe de théâtre qui est en train de faire une espèce de spectacle de vaudeville bien pourri dans une salle parisienne et qui se font interrompre par un gars qui trouve que le spectacle est pourri et qui leur dit en fait et ça devient une espèce de prise d'otage parce que le mec a un flingue mais cool quoi. Enfin, c'est très bizarre ce film. Raphaël Quenard, je le connais très peu. C'est un mec que j'ai trouvé insupportable. Je comprends pas la hype autour de cet acteur. Je comprends pas non plus. J'avoue que je comprends pas. Moi, j'ai pas vu, ou alors si je l'ai vu dans Je verrai toujours vos visages, mais bon, c'est un tout petit rôle qu'il a. C'est donc, un minuscule rôle. Ouais, et puis on l'entend pas parler en fait. On le voit chialer surtout, mais on l'entend très peu parler. Et je l'avais découvert juste en fait parce que j'ai vu la cérémonie des Césars cet hiver et il a un César et du coup il fait un discours que j'avais trouvé drôle sur le coup, mais en fait avec le recul je me dis mais il est quand même chelou ce mec, pourquoi il parle comme ça, il a une façon de parler très particulière, on dirait qu'il vient de Franche-Comté alors que pas du tout. Master en chimie, enfin il a fait des hautes études, il est issu de parents aisé, bourgeois, donc il a aucune raison de parler comme ça. J'ai l'impression que le gars se fait un espèce de personnage comme ça. Donc j'ai regardé un peu par curiosité le Dupieux parce que j'ai bien aimé Mandibule. Moi c'est pas trop mon genre de film de base, mais il faut pas, enfin c'est bien aussi d'aller en dehors de ces zones de confort. C'est-à-dire que Dupieux il fait tellement des choses, oui. ça part tellement dans tous les sens qu'on peut tomber sur des très bonnes choses. Et à côté de ça, tomber sur des trucs vraiment catastrophiques, quoi. Ouais, exactement. Comment ça, je suis basse? C'est par exemple le volume. Ah, c'est mieux là ou pas? Est-ce que vous voulez que je remonte mon volume? J'ai rapproché mon micro. J'avais l'impression que ça allait. Oui, Enfin voilà, donc du coup, je recommande pas Yannick. Après, regardez-le si vous êtes curieux. Ça dure 1 heure. Donc c'était aussi ça qui m'a motivé à le regarder, j'avoue. Donc c'est sur MyCanal en ce moment. Faites-vous votre propre avis, moi je trouve ça nul. Le seul truc bien, c'est le gros bras de Pio Marmaille. Ok. C'est une critique comme une autre. Toi, Olivier? Moi, j'ai vu l'un de mes coups de cœur de l'année pour l'instant. Ça s'appelle Riddle of Fire. C'est un tout petit film. Un film indépendant américain. Alors, un peu comme ça peut faire un peu peur. Mais c'est pas du tout un film prise de tête puisque c'est un film qui se situe entre E.T. et les Goonies, mais en version adulte. Okay. Et en fait c'est un film qui a été tourné en pellicule 16 mm, donc avec un grain et une texture d'image qui est très particulière. Et qui raconte en fait l'histoire de 3 gamins qui ont volé une console de jeu dans un entrepôt. Et le seul problème, c'est que quand ils veulent jouer à leur nouvelle console de jeu, ils s'aperçoivent que la mère d'un des deux a mis un code parental sur la télé et donc ils peuvent pas allumer la télé. Sauf que la mère est malade et donc ils essayent de soutirer le code de la télé à la mère, et la mère leur dit écoutez, je vous donnerai le code seulement quand vous m'aurez ramené une tarte aux myrtilles de la boulangerie d'à côté. Et donc ça n'a pas l'air très compliqué comme ça, sauf que quand ils se pointent à la boulangerie, il n'y a plus de tarte aux myrtilles, et donc ils se disent on va aller
faire la tarte aux myrtilles nous-mêmes. Et là, en fait, ils vont partir dans des aventures absolument incroyables où ils vont croiser des gens chelous, une petite fille très très marrante. Voilà, ils vont vivre plein d'aventures, ils vont dire plein de punchlines super drôles et ils vont filer sur leur vélo avec un sentiment de liberté et d'impunité assez incroyable. Le film, j'ai kiffé du début jusqu'à la fin. La première scène est géniale et après c'est un enchaînement de scènes absolument délicieuses. Les gamins jouent super bien, les répliques sont hyper bonnes. On sent que les gamins prennent un plaisir fou à les dire, ces répliques-là. Je pense qu'ils en ont rajouté aussi. Et il y a une vraie connivence qui se fait entre les 3 et puis ensuite entre les 4. Et vraiment, je trouve, si je devais faire une comparaison, ce serait en fait, c'est une sorte de Moonrise Kingdom, mais avec du cœur, avec beaucoup plus de cœur que ce que peut faire Wes Anderson. Et plus drôle aussi quand même. Pardon ? Et plus drôle aussi quand même. Moi, Moonrise Kingdom me fait beaucoup rire, mais disons que en fait, ce serait l'humour de Fantastic Mr. Fox avec la beauté de la jeunesse de Moonrise Kingdom, quoi. Ouais, vraiment, j'ai adoré ça. C'est divertissant, hyper fun à regarder. C'est toute l'enfance qui est magnifiée dans ce film, et moi je suis client à 100% de ce genre de choses. C'est vraiment mon petit coup de cœur de l'année. Je suis pas sûr qu'il passe encore dans les salles parce que déjà à la base il était très peu distribué, mais si vous avez l'occasion de le voir, Riddle of Fire, vraiment ça dure pas très longtemps, et en plus vous verrez pas le temps passer. C'est vraiment une petite pépite qui sort de nulle part, et comme le cinéma américain nous a pas fait depuis très 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 longtemps, donc un vrai plaisir de cinéma en regardant ça. Ok, très bien. Florian, toi de ton côté ? Pas rien. Rien de spécial en film. En termes de, je vais rapidement recommander à nouveau 2 albums en fait dans le cadre de mon lobbying continuel d'albums nouveaux que j'écoute, d'artistes que j'écoute relativement peu, puisque c'est pas des genres forcément qui sont de mes genres de prédilection. Donc il y a une artiste de country qui s'appelle Kacey Musgraves qui est en activité depuis un peu plus de 10 ans, qui a sorti un excellent album fin mars qui s'appelle Deeper Well. Donc il y a un tout petit peu de Stevie Nicks et de Fleetwood Mac, il y a des thèmes un tout petit peu dark, mais c'est très bien. Que beaucoup ont connu avec la BO de La Reine des Neiges 2. D'accord, je savais pas. Elle était sur la BO de La Reine des Neiges 2. Ah oui, dans des musiques de fin, celle qui chante, c'est un thème assez fort, oui. Ouais. C'est une balade irlandaise. Je me souviens surtout de Weezer en fait, mais c'est tout. Ah oui, non, oui, mais c'est bien, mais non, il y en a une autre, et Kacey Musgraves est dessus. Et oui, et du coup, donc Deeper Well, c'est vraiment très très bien composé, très bien produit. Enfin, c'est assez poignant. Ouais. Et l'autre artiste féminine en fait qui a sorti un album également en mars, qui est beaucoup moins connu que Kacey Musgraves, ça s'appelle Empress of. Et l'album s'appelle For Your Consideration, c'est son 4e album. Elle produit ses sons elle-même, elle est assez badass, et honnêtement, allez l'écouter. Il y a un single qu'elle a fait avec Rina Samayama, qui est également une artiste pop qui fait relativement le buzz en ce moment. Donc voilà, Empress of For Your Consideration, c'est considérablement plus fun à écouter que Kacey Musgraves, mais je recommande les deux tout autant. C'est pas le même genre, hein. C'est sûr que Kacey Musgraves, les textes sont très très beaux, puis il y a des choses qui sont à la fois country, un peu folk, et parfois un peu balade irlandaise par moment, je trouve, dans sa production. Mais c'est vrai que je puceois Kacey Musgraves, il faut écouter. Moi de mon côté, il y a des choses que j'ai moyennement apprécié, peut-être à plusieurs écoutes ça passera, mais le dernier Justice Hyper Drama, c'est un drama d'une bouillie sans nom. Ça tente des trucs, des constructions bizarres, électro, un peu disco. Il y a des moments un peu glorieux, et puis d'autres c'est genre j'ai déjà entendu et réentendu, et ça n'invente rien.
Moi, globalement, pour rebondir là-dessus, j'ai eu un petit montage à faire cette semaine où il a fallu que je me plonge un peu dans les dernières sorties des artistes pop pour trouver une musique. Et du coup, j'ai rattrapé. J'avais pas tellement écouté tous les albums qui étaient sortis. Que ce soit Beyoncé, Dua Lipa, tout ce genre d'artistes qui ont sorti des trucs il y a dernièrement. Et j'ai été atterré par la pauvreté des choses. Franchement, je tombe des nues parce que la plupart sont des artistes que j'aime bien. Et je trouve que j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qu'on a soit déjà entendues, soit qui sont d'une pauvreté musicale qui est assez effarante. Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de groupes et de stars qui se reposent un petit peu sur leur laurier et qui sortent des trucs qui n'ont absolument aucun intérêt et qui sont vraiment même sur le truc de Beyoncé, même les chœurs derrière, j'ai l'impression qu'ils sont en dépression, quoi. Ou qu'ils ont été générés par AI. J'ai trouvé ça assez terrible parce que je considère que c'est quand même une des artistes qui fait le plus attention à sa production. Et là, vraiment, j'ai trouvé, il n'y avait rien, quoi. J'ai trouvé ça vraiment très pauvre. Et c'est pas la seule. Donc, j'ai vraiment, je sais pas, c'est peut-être juste une coïncidence, mais j'ai été surpris de voir ça parce que, en fait, il y a des valeurs sûres sur lesquelles je pouvais me tourner régulièrement, et là en fait j'ai écouté ça et je me suis dit mais c'est pas possible, quoi. Comment on peut sortir des choses pareilles? Du coup ça m'étonne pas de ce que tu dis de Justice parce mais moi je l'attendais un peu au tournant parce que celui juste d'avant, je sais plus le nom, m'avait pas convaincu du tout, et puis ils sont retombés dans un travers de t'as une boucle comme ça pendant 2-3 minutes et puis après on change un petit truc qui dit regardez on a un peu changé, mais mais j'ai déjà entendu ça. Mais c'est ça, et puis comme tu parles de l'IA, tu demandes à l'IA de faire un truc, c'est moins pauvre que ce qu'ils ont sorti, quoi. C'est triste à dire. Ah ouais, non mais vraiment moi sur le côté répétitif par exemple, je trouve que sur tout ce que j'ai écouté ces derniers jours là, je passais du début du morceau à la fin du morceau. C'était le même truc, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas eu d'évolution, il n'y avait pas eu et je me disais, c'est pas possible, quoi. C'est 4 minutes d'un truc qui se répète infiniment, quoi. C'est infernal. Ouais, effectivement. Après, reste plus qu'à attendre le 7 juin avec le nouvel album de l'Impératrice, mais je dis rien. Parce que là, les singles sont sympas. Là, il y a des trucs, bien sympathiques. Ce qui fait que, moi, je suis retombé dans Diane Tell. Voilà, j'aime beaucoup Diane Tell et je sais que ça peut se prendre comme ça, mais je vous conseille, si vous connaissez pas Diane Tell ou vous connaissez mal Diane Tell, juste par Si j'étais un homme, par exemple. Je connais mal Diane Tell, ouais. Écoutez l'album Chimère qui est sorti en 82, et là vous allez avoir un truc très funk, très jazz, avec des belles paroles, des belles rythmiques, etc. Vraiment un truc super bien produit. Donc voilà, moi c'est celui que je vous conseille. Bon après il y en a plein d'autres qui sont très très bien, mais je pense que voilà, si vous pensez connaître Diane Tell avec cet album-là, c'est non, finalement je connaissais pas. Et puis rapidement, j'ai vu attention 2 films qui ne sont pas des films pour enfants ou des dessins animés, parce que j'ai vu donc The Fall Guy avec ma femme il y a déjà un petit moment maintenant, et c'est la base c'est l'homme qui tombe à pic, mais de ça il reste juste le fait que c'est Cole Seavers qui est cascadeur, parce que globalement le reste on s'arrange avec, et voilà, mais c'est pas très grave parce que globalement ça m'a offert un truc que oui, c'est pas du grand cinéma, mais c'est des cascades et de l'action et des trucs rigolos, et moi je me suis éclaté pendant tout le long, et j'ai vraiment pas vu passer les 2 heures de film. Moi, je les ai pas vu passer du tout. J'ai passé un super moment aussi. Voilà, et alors par contre je l'attendais un peu au tournant et j'ai pas été du tout déçu. C'est Nous les le roi de Florent.
Ouais, voilà, lui, Flaubert, ici. Que j'aime bien aussi en général, et j'espère trouver un truc un peu à l'humour, road trip, comme il y avait eu, je sais pas si vous vous souvenez du petit film Papa de Maurice Barthélemy avec Chabat. Ouais, je m'en souviens, ouais. Et bon, c'est moins tragique et moins dur Je préfère Papa. Que Papa. Mais nous les Leroy, moi j'ai beaucoup aimé le truc qui nous a emporté. C'est simple, mais la lecture qui en est proposée, en fait, me convient bien. Il n'y a pas forcément un happy ending. La fin, elle est là. Il y a une fin comme elle est. Tu t'en sers comme tu veux. Il y a des choses qui doivent se terminer. Et je pense que c'est une très belle histoire de fin d'amour. Et en même temps, une belle histoire de famille. Et ouais, je trouvais ça vraiment bien surprenant. Et là, j'ai eu droit à une des dernières séances. Et donc, agréablement surpris. Et j'en suis sorti avec les larmes aux yeux. Moi, j'ai plus de réserves, mais moi, j'ai film. Je comprends qu'on soit ému parce que le truc est émouvant et tout, mais c'est quand même juste immonde, quoi. Enfin, vraiment, c'est dégueulasse à souhait. Enfin, j'ai pas vu un film aussi mal filmé depuis. Honnêtement, j'ai même pas souvenir. C'est-à-dire que je pense que c'est quelqu'un qui écrit très bien, votre ami Florent Bernard. Mais je pense que il faut le tenir très loin d'une caméra, le pauvre monsieur, parce que je pense qu'il ne sait absolument pas comment ça fonctionne. Donc je pense qu'il faut qu'il se contente d'écrire, parce que je pense qu'il écrit très bien et que le film est globalement plutôt bien écrit. Mais par contre c'est vraiment, moi je comprends pas qu'on puisse rendre ça, quoi. C'est impossible. C'est-à-dire que même un téléfilm dans France 3 est mieux filmé que ça, quoi. Donc voilà. Sinon je te trouve vraiment très dur là. Après bon, chacun c'est vraiment immonde. Enfin vraiment, il y a rien à sauver de la manière dont c'est filmé et tout. C'est vraiment, il y a rien. C'est-à-dire que il pose sa caméra et ils se font même pas chier à éclairer le truc, quoi. Donc après je suis d'autant plus déçu de ça, c'est que je trouve que les gamins s'en sortent très bien. J'aime beaucoup les rôles des gamins. Moi, je crois pas tellement au couple Charlotte Gainsbourg, José Garcia. C'est plus à cause de Charlotte Gainsbourg, parce que je j'arrive pas à la voir comme une femme plus classique, en fait. Je trouve qu'elle a pas le phrasé, elle a pas la démarche de quelqu'un entre guillemets de normal, et donc moi c'est plus elle qui fait que le couple, à aucun moment j'y crois. Donc déjà c'est un peu embêtant, parce que l'identification elle marche moins bien, mais par contre je trouve qu'effectivement les deux gamins sont vraiment bons, et justement ils jouent de manière très naturelle par rapport aux deux comédiens adultes, et du coup il y a un espèce de contraste qui se fait qui est pas à l'avantage des... Les deux jeunes sont vraiment très très bons, effectivement. Je suis pas aussi choqué que ça par rapport à Charlotte Gainsbourg. Après, peut-être que je suis une acceptation plus large, mais c'est vrai que dans le couple classique qu'on essaie de nous montrer, effectivement, elle est peut-être pas ce qu'on pourrait attendre de ce qu'on essaie de montrer. Et moi, je la voyais comme dans une suite, entre guillemets, ou une prolongation de son rôle dans Prête-moi ta main. Oui, mais alors dans Prête-moi ta main, en fait, elle jouait pas du tout le même style de rôle, en fait. Donc, c'était pas du tout le même style d'environnement, pas du tout le même. Et en fait, du coup, j'y croyais un peu plus. C'est-à-dire que justement, elle était célibataire, endurcie. Elle était, enfin, Là, en fait, tel que je vois Charlotte Gainsbourg, comment elle interprète son rôle, j'arrive pas à me dire, tiens, elle a passé 20 ans, ou je sais plus combien de temps, avec ce gars-là, en fait. Mais parce que, en fait, elle ne connaît pas, elle sait pas ce que c'est, en fait, d'être dans une famille de classe moyenne, au milieu
d'un patelin, je sais plus où ils sont exactement, mais Dijon. Donc et ça c'est quelque chose qui, enfin c'est comme quand Isabelle Huppert essaie de jouer une femme du peuple, quoi. Ça ne marche jamais. Mais bon, pour moi c'est des choix de casting qui sont compliqués. Après, visiblement globalement tout le monde a aimé le truc, et ça a pas choqué les choses. Donc c'est ce qui me faisait peur, c'est que je me disais à quel point toutes les personnes qui ont parlé, qui ont aimé, etc., ont été par le truc un peu de masse, un peu comme pour Justice. C'est pareil, il y a beaucoup de bonnes critiques, même chez Télérama, apparemment la critique est très très bonne, etc. Donc il y a parfois une espèce de connexion entre tout le monde pour dire que quelque chose est très bien, et quand ça fonctionne comme ça, et que moi je vais voir quelque chose ou que j'écoute quelque chose, de base je suis là, il y a baleine sous caillou là, c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. Et puis bon je suis d'autant plus agréablement surpris que quand je sors de là, je fais putain, ils m'ont eu quand même, et c'est pas parce que c'est Florent Bernard, c'est pas parce que si ou quoi, ok, ça va, ça marche. Mais je pense que oui, peut-être il y en a qui ont peut-être aimé un peu plus fort parce qu'il y avait la connexion avec le créateur. Comme et je sais même d'autres. Je sais même pas qui est ce monsieur, donc Florent Bernard, il était chez là il fait le podcast. Le scénariste du Palmacheux aussi, non? Il a été sur La Flamme et le Flambeau. Very Bad Blague. Oui, et puis alors c'était, et j'essaie de pas me tromper, c'était Studio Bagel. Ouais. Il y avait Studio Bagel, il y avait aussi un truc sur YouTube en fait avec la ferme Jérôme en fait qu'il avait scénarisé. Oui, mais il a fait beaucoup de trucs de ça. Il a beaucoup scénarisé des choses ça et là. Oui, et puis là plus récemment, ça fait autant d'années que nous, on va dire, c'est le Floodcast. Voilà. Floodcast qu'on aime, qu'on n'aime pas, peu importe, mais voilà, c'est. Mais lui, moi, c'est son premier film. Moi, c'est pas du tout ma cam, ce genre de film. Alors, j'aime ni les acteurs. Déjà, je vais pas voir de films français de base. Comédie française comme ça, c'est pas trop mon truc. José Garcia, moi, depuis nulle part ailleurs, voilà quoi. Et j'aime pas Charlotte Gainsbourg. J'y suis allée ça fait beaucoup de trucs qui vont pas. Non, vraiment, en fait, j'y suis allée parce que j'ai un pote. Parce que Sardou. Déjà. Non, parce que j'ai un pote qui connaît un peu mon humour et qui me l'a recommandé et qui m'a dit franchement, on va le voir, je pense que ça va te plaire. Et il l'a vu juste parce que effectivement, j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé ça tendre en fait. J'ai trouvé ça plutôt. Non, mais ça, je suis d'accord. Plutôt sincère. Ensuite, sur la réalisation, moi, c'est des choses que je vois pas. On a vraiment, je pense, des sensibilités aux antipodes. Là-dessus parce que mais après moi c'est vrai que le côté par rapport à comment c'est filmé ou la photo etc, déjà comme tu l'as dit, moi c'est un film français, donc quand je me dis film français ça sera mal filmé quoi qu'il arrive. Non, je suis pas trop. Ah bah, c'est comme ça que je le ressens, c'est que oui, mais malheureusement il y a très peu de moments où on m'a prouvé le contraire. Oui, non, mais disons que effectivement il y a beaucoup de films français qui sont mal filmés, disons que celui-là est encore moins bien filmé que les autres. Mais oui, moi j'ai trouvé ça bien pour un premier film. Le côté sincère. Oui, en plus ça c'est un premier film, le côté sincère, et il a envie de raconter quelque chose et c'est un premier film, sauf que en fait il y a un moment donné où quand on est scénariste, on est scénariste. C'est des boulots qui sont différents quand même. Je comprends pas pourquoi tu fais un film, t'es scénariste, bah tu te fais accompagner d'un réalisateur et puis voilà. Enfin, je veux dire, il a envie de réaliser, il réalise. En l'occurrence, il tient tellement à son truc que c'est son film à lui. Hein. Il a pas floppé, les critiques sont plutôt bonnes. Enfin, c'est pas un échec, hein. Même s'il est scénariste à la base. C'est son premier long métrage. Après, il a réalisé des courts métrages aussi. Hein. Sauf que je suis désolé, il est pas réalisateur. Ça marche parce que le scénario tient à peu près la route. Bon, il y a des choses à redire quand même, mais sinon, enfin, je veux dire, à un moment donné, moi si je prends si je prends un mec comme je me souviens plus qui avait le nom de ce réalisateur là qui avait fait La Famille Bélier là, qui était
Oh, punaise. Ouais, mais sauf que lui, c'était un vrai réalisateur et que justement, j'avais pas compris ce qu'il avait fait sur ce film-là parce que c'était ni fait ni à faire. Comment mais il par contre, s'appelle c'était lui qui avait fait Prête-moi ta main, justement. Ah, Éric Lartigot. Éric Lartigot. Ouais, justement, toi, ça c'est l'effet où Éric Lartigot, il y a beaucoup de choses que j'avais beaucoup aimé de ce qu'il a fait, etc. Et mais puis moi, je pense que là, ça n'a pas marché. Moi, je pense qu'un mec comme Éric Lartigot, il aurait pu faire beaucoup de bien au film. Et je pense que le film aurait été bien meilleur en fait. C'est ça que en termes de rythme comique, en termes de parce qu'en fait c'est pas juste une question de lumière et de faire du beau et du truc, c'est que en fait la réalisation c'est un outil de comique aussi. Et c'est-à-dire que là en fait le comique il passe que par le verbal. Il passe jamais par le rythme de montage, il passe jamais par les cadres, il passe jamais par les... Et en fait, je pense qu'un vrai réalisateur, il aurait su amener quelque chose de plus en fait. Et c'est pas juste pour dire ah c'est pas beau. C'est qu'en fait, je pense que le film aurait été bien meilleur avec un vrai réalisateur. Parce qu'il aurait amené quelque chose en plus et que ça aurait été beaucoup plus drôle. Et je pense qu'un mec comme Lartigot était capable de faire ce genre de choses-là. Sur Prête-moi ta main, il fait un travail. Il a fait un travail qui est. Le film était casse-gueule. Hein. Et il a fait un super travail. Après, bon, sur La famille de Bélier, je pense qu'il a. Il pris le cachet. Il avait pas envie de laisser son. Je pense que c'est ça. Après, effectivement, peut-être, voilà. Ah, mais ça, c'est un truc. Il a réalisé du français, en fait. Il a réalisé des courts-métrages pendant des années. Les auteurs français veulent pas lâcher leur bébé. Mais à un moment donné, il faut aussi reconnaître ce qu'on est capable de faire. Il faut bien commencer quelque part. Pour voilà, peut-être qu'un deuxième film, il pourra faire mieux. Il aura, je sais pas. C'est ça aussi, c'est un peu dur. Mais oui, mais en fait, le problème, c'est qu'est-ce que tu veux qu'est-ce qui va changer à partir du moment où il est encensé partout? Il va rien changer. Et moi, je pense qu'on tue un marché. Si en fait, c'est tout simple, c'est que c'est avec ce genre de raisonnement qu'on arrive à se dire, bah en fait les films français ils sont tous mal réalisés. Bah pourquoi? Parce qu'en fait c'est des auteurs qui réalisent des films. C'est tout. Mais je dis ça pour machin, mais mais c'est la même chose pour la plupart des réalisateurs très auteurs, très machin et tout. C'est pas juste en comédie quoi que ce soit. C'est qu'un jour en France on va peut-être comprendre que et d'ailleurs on va parler d'un film qui montre bien ça, c'est-à-dire que Adam McKay, je suis désolé, il a quand même un peu plus de talent de réalisateur, même si le problème c'est qu'il le montre trop par moment, mais c'est quand même d'un autre niveau que ce qu'on peut voir par quelqu'un qui écrit des scénarios. Enfin, je veux dire, c'est ponctuellement un scénariste peut devenir réalisateur et il y en a eu plein. Souvent, pas forcément. Pas forcément. Ça n'a pas donné des résultats criants, même chez les meilleurs scénaristes américains, mais c'est. En tout cas, ouais. Je veux dire, moi, par exemple, je trouve qu'un mec comme Paul Schrader, si on veut équilibrer les choses, je trouve que c'est un exécrable réalisateur, alors que il écrit très bien. Et je pense que sa vanité d'auteur qui veut absolument faire en sorte qu'il réalise ses films le dessert complètement. Je pense que ces films réalisés par d'autres réalisateurs, par des vrais réalisateurs, marcherait beaucoup mieux. Mais je pense que Schrader n'est pas un réalisateur. C'est dans les Tortues Ninja. Voilà, c'est ça. Voilà. Et alors, se faire botter le cul par des tortues, ça lui ferait du bien. Et on va parler d'un film qui est produit par Judd Apatow. Et Judd Apatow, c'est quelqu'un qui fait partie des maîtres à penser et à écrire justement Florent Bernard. Comme ça, hop, on fait une transition. Toute trouvée pour parler de Anchorman et puis voilà. Le seul truc, même quand t'as jamais vu le film, tu connais au moins cette image de Ron Burgundy qui tient son verre et qui dit oula boy.
Bref, présentateur vedette, la légende de Ron Burgundy. Je vais le nommer comme ça maintenant, qui est un film qui date de 2004, donc un film qui a 20 ans. Voilà, ça donne un bon coup de vieux, comme de voir Luis Rego dans Nous les Rois, ça donne un super coup de vieux, putain. Après, on peut se dire qu'on est moins vieux de 1 an, parce qu'il est sorti en France, en sortie technique, en mai 200005, donc il a 19 ans en sortie française. Et puis en année chat, ça fait pas tant que ça. Hein. En année chat. En année chien, par contre, là, ça fait beaucoup trop. Ça fait beaucoup, là, non? Attends, merde. Encore. Quel con, j'ai le son là, je l'ai. Bon, et donc c'est réalisé par Adam McKay, c'est un scénario de Adam McKay et Will Ferrell, et donc on y retrouve des noms comme Christina Applegate, Paul Rudd, Steve Carell, mon petit chouchou, et là encore plus que d'habitude, parce que bon... Ouais, il est génial. Voilà, David Kushner, Fred Willard, Chris Parnell, Fred Armisen, Seth Rogen et beaucoup d'autres caméos, dont Jack Black, Tim Robbins et Luke Wilson, pour ne citer que, parce que c'est des films qui, autant dans le premier que dans le deuxième, ils aiment bien les caméos de grands noms quand même, hein, ils aiment bien ça. Ben Stiller, Vince Vaughn. Oui, il y a Vince Vaughn, il y a Ben Stiller, et voilà. Ouais. En tout cas dans le premier. Et de quoi ça parle? Ça parle des années 70. On est à San Diego, qui veut dire vagin de baleine, hein, comme en allemand. San Diego, qui veut dire vagin de baleine en allemand. Ça ne veut absolument rien dire. Stay classy, San Diego. Et donc Ron Burgundy est comme le nom l'indique, un anchorman, donc un présentateur vedette de l'équipe de news, avec donc Brian Fontana, Brick Tamland qui présente la météo, et Champ Kind qui est au sport. Sports guy. Et dans tout ça, tout se passe bien pour eux, ils ont de super scores, et arrive la journaliste Veronica Corningstone, jouée par je vais y arriver, Christina Applegate. Et bien entendu tout va être chamboulé, et c'est là que les hostilités vont prendre place entre Ron et Veronica. Et bien entendu nous sommes dans les années 70, donc une femme présentatrice de télé, et encore plus au journal, ce n'est pas possible, mais voilà, donc on aura droit à ce genre de choses aussi. Ça c'est pour le premier film. On fait d'abord celui-là et puis on parle du deuxième. On mélange pas, je suppose. C'est peut-être mieux. Je pense que c'est beaucoup mieux. Et oui, ça préserve aussi le deuxième film. Ok. Et donc dans ce groupe ici, Olivier, lui, n'avait jamais vu ni l'un ni l'autre, si je me trompe pas. Ni l'un ni l'autre. Et qu'en as-tu pensé ? Alors le premier, j'ai plutôt passé un bon moment devant. Il y a deux choses qui m'ont marqué, c'est-à-dire que moi, en fait, je me suis aperçu que j'avais relativement peu vu les premiers films de Adam McKay. J'avais vu les derniers qui m'avaient un peu insupporté, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est très doué, mais qui aime trop le montrer, et qui fait toujours un peu le malin avec sa réalisation pour montrer qu'il est super fort. Et en fait, je suis content d'avoir découvert un Adam McKay qui met sa caméra au service de la comédie, et du coup j'ai trouvé ça hyper bien réalisé. Donc voilà, très bon point pour le film. Et le deuxième point qui moi me tient au film, c'est Steve Carell, que je trouve absolument hilarant dans le film. Je suis moins fan de Will Ferrell parce que c'est moins mon type d'humour, mais par contre Steve Carell, à chaque fois qu'il est à l'image, chaque fois qu'il dit un truc, je trouve ça absolument irrésistible. La scène que j'aime beaucoup, c'est quand ils sont dans le bureau et que Will Ferrell demande aux autres s'ils savent ce que c'est l'amour, et t'as Steve Carell qui bug et qui dit j'aime ce bureau, j'aime ce... En fait le mec il aime tout ce qu'il voit devant lui, mais avant et je trouve qu'il le fait, mais je pense que joué par quelqu'un d'autre que lui ce serait nul, mais il arrive à rendre ça vraiment très drôle. Globalement je trouve que l'humour du film me convient bien. C'est vraiment de l'humour absurde. J'avais peur que ce soit
ce soit juste de l'humour potache mais sans absurde. Et en fait, pas du tout. T'as servi la niveau absurde. Ouais, moi la scène où il fait de la flûte, moi ça me replonge dans. Ça pourrait être les As. Ouais. Et ça, j'adore ça, quoi. On va en parler parce que tu viens de décrire, en fait, c'est que l'absurdité, en fait, fait passer, en fait, le potache, en fait. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas autant d'absurdité, ça serait lourd. C'est justement le Zaz, sur beaucoup de points, effectivement. Mais juste parce que tu parles de Steve Carell, et avant que tu ne partes trop sur quelque chose, Steve Carell, dans ce rôle-là, à plusieurs moments, moi, il me fait à chaque fois penser à Evan dans Bruce Tout-Puissant. Ah, je vois que Sarah est d'accord. Je remue la tête et le temps que je remette mon micro, oui, parce que même moi, j'ai des scènes de Evan, enfin de Bruce Tout-Puissant. Et puis, Evan, j'ai confondu avec Anchorman, parce que je croyais que la fameuse scène où il fait dire n'importe quoi, c'était dans Anchorman. Voilà, j'attendais cette scène depuis le début, et en fait, non, mais c'est sorti en même temps à l'époque. Oui, c'est ça, c'est vrai. Donc, du coup, mais ouais. Incroyable. Ouais, effectivement. Et donc, donc tu parles de l'humour type absurde avec les As, etc. Bon, Adam McKay et toute la bande qui est là derrière, c'est le SNL. Hein. Donc, c'est pas non plus des branques loin de là. En tout cas, ça fait partie d'une belle époque, une des grandes époques du SNL dans les débuts des années 2000. Et Adam McKay... y est aussi pour beaucoup. Tu avais d'autres choses à ajouter, Olivier ? Non, juste pour revenir un peu sur ce que disait Florian, c'est vrai que par exemple la manière de, c'est intéressant de voir comment des blagues des répliques qui pourraient être vraiment cringe. Je pense à celle de Steve Carell quand ils sont tous en train de faire, ils s'aperçoivent que la fille va travailler avec eux et du coup ils sont tous dans le bureau et puis ils disent tout ce qui va pas dans le fait de travailler avec une femme et t'as Steve Carell complètement coincé qui fait mais j'ai entendu dire que leur règle attire les ours et en fait c'est le genre de réplique qui pourrait être hyper cringe, mais la manière totalement absurde qu'a Steve Carell de la dire, d'être, son attitude, tout ça fait que... Parce qu'il est touchant aussi, en fait. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, il dit n'importe quoi tout le temps, en fait. Et il le dit, mais super bien, quoi. Et vraiment, c'est le genre de choses, c'est sur un fil, mais ça passe super bien et c'est hyper drôle. Ouais, et ce qui aide à ça, je pense, c'est de voir justement qui se trouve dans le film, entre autres à l'écriture, surtout à l'image, et même si ce sont des rôles un peu secondaires, c'est que ce sont en fait, pour la plupart, bon, même si Florian parlera sans doute d'autres choses après, mais on a quand même 6 des 7 membres de ce qu'ils appellent le Frat Pack. Et le Frat Pack, c'est Ferrell, c'est Carell, c'est Vince Vaughn, Luke Wilson, Ben Stiller et Jack Black, entre autres, qui en font partie. Et ils sont là, et donc, ce sont des potes. Et tu sens qu'en fait, c'est des films qu'ils font entre potes aussi. Bon, il manque John C. Reilly pour un peu compléter tout ça. Et là où c'est fort, c'est que on voit que c'est un film de potes, c'est-à-dire qu'on voit vraiment le plaisir de jouer ensemble et tout. Sauf qu'en général, des fois, les films de potes, c'est un peu dans un espèce d'entre-soi et ça parle pas forcément à celui qui est devant qui est devant la télé. Et là, moi, ce que je trouve assez fort, c'est que justement, ils arrivent à communiquer ça à la personne qui regarde. Et un truc que j'ai appris justement qui appuie ce truc-là, donc le 7e du Frat Pack, c'est pas John C. Reilly, c'est Owen Wilson, parce que forcément il y a Luke Wilson, donc ils sont souvent l'un et l'autre là, mais c'est que McKay et Ferrell, ils ont écrit je sais plus combien de versions du scénario. Au départ, ça devait être des journalistes d'une petite ville qui étaient perdus dans la montagne après un crash d'avion, donc absolument rien à voir. Et ça s'est terminé où globalement tout le monde a improvisé les 3/4 des répliques. Et ça se voit dans le bêtisier un peu de fin où voilà, le nombre de phrases où ils disent une connerie plus une connerie plus une connerie. Ça marche vraiment bien quand tu as
déjà de bons acteurs et de bons comédiens, et surtout des gens qui aiment travailler ensemble. Hein, l'impro, c'est là-dessus que ça marche le mieux. Il y a aussi une version de Lost Tape qui est sortie quelques mois après du film, avec justement un tas de scènes qui ont été coupées, je pense justement parce qu'il y avait tellement d'impro qu'ils n'ont pas pu tout garder, et ça c'était un truc qui était sorti aussi, je crois que c'était 2004 aussi. Hein. Oui, c'est sorti uniquement en DVD, c'est The Lost Movie. Ouais, c'est Wake Up, Ron Burgundy de Lost Movie. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça fait partie de l'espèce de trilogie avec Anchorman 2. Et donc justement, toi qui as pris la parole, Sarah, toi tu connaissais, donc tu aimais déjà un peu. Ouais, moi je suis très cliente. Bon, déjà, moi la comédie US comme ça, début des années 2000, je suis très fan. J'adore Will Ferrell. Je pense que c'est un mec, je peux le voir dans ça, dans des films sur l'Eurovision, dans les films où il fait du patin à glace, il me fera toujours autant rire. Même Very Bad Cops, qui est un film qui a pas forcément fait rire plein de gens, moi vraiment me fait beaucoup rire encore aujourd'hui. C'était intéressant parce que je l'avais pas revu depuis le début des années 2000, je pense. Moi j'avais dû le voir plutôt quand j'étais à la fac, donc 2006-2007, où là j'ai commencé vraiment à rattraper toutes les comédies, et quand je suis arrivée chez Sony en 2010, en fait, c'était dans le catalogue de Sony, toutes ces comédies, justement, de Will Ferrell. Donc, j'ai fait plein de Will Ferrell coffrets. Et de Mackay aussi. De Mackay, parce que suite à Very Bad Cops, Step Brothers, Exactement. Ricky Bobby, c'est voilà. Ouais. C'est très ça, compliqué à vendre en France. Il n'y a que Anchorman qui n'a pas été fait pour Sony, mais toute la suite l'a été. Ouais. Exactement. Très compliqué à vendre en France parce que c'est vraiment un humour très particulier. Mais moi, je suis fan absolu. Après, on va en parler après du 2, mais j'ai quand même préféré le 1. Parce que bon bah voilà, je pense que c'était pas nécessaire de faire un 2. Il y a quelques scènes qui sont gauleries, mais bon, je veux pas m'avancer. Voilà, il est trop long. Il est beaucoup trop long. Pour son bien, il est beaucoup trop long. Il fait une demi-heure de plus. Hein. Et pas que. Oui, voilà, mais du coup, ça se sent. Clairement. Et je pense que c'est aussi arrivé un peu tard. Pour moi, il y avait vraiment toute cette période, tu vois, 2004-2010, un peu c'est florissante. quasiment 10 ans plus tard. Exactement, vraiment florissante de ce type d'humour qui marchait bien. Ou même le lourd, comme vous disiez, arrive à passer justement parce qu'il y a de l'absurde, parce que c'est très bien joué aussi, parce que il est sorti au bon moment en fait ce film. Ouais, je pense que aujourd'hui c'est impossible de sortir un film pareil, ça flopperait encore plus que ce que ça avait floppé à l'époque en France. Mais c'est un peu la même école aussi que la suite, donc les Seth Rogen et Michael Cera et les Supergraves et compagnie, qui sont un petit peu dans la même veine, qui sont un peu plus on va dire trash et moins, peut-être un petit peu moins dans l'absurde, quoique pour certains c'est le cas, mais en fait toute cette période-là pour moi était hyper riche et s'est arrêté un peu d'un coup parce qu'ils sont allés un peu trop loin vers 2013-2014 et du coup on l'a senti là vraiment sur le 2. Ouais, mais je suis en train de dire un truc, il a floppé, tu dis en France, mais je vois qu'apparemment il est sorti directement en DVD en fait. Non, en France, le premier Anchorman, non, le 2 peut-être. Le 2 ah peut-être. Oui, le 2, oui. Oui, le 2 est sorti en DVD, oui. mais le premier est sorti au cinéma. Ouais, et je l'ai vu à l'époque à RIP, l'UGC Orient Express en fait. J'avais fait le déplacement à Paris pour le voir, etc. Donc c'était un truc que j'attendais énormément à l'époque. Ouais. Aussi parce que je voulais voir, parce que déjà sa réputation le précédait quoi. Ouais. Mais t'as fait partie des 2800 personnes qui ont vu en salle. Yes. Et là c'est un putain de flop là, putain. Le film était sorti à l'époque sur 48 copies. Non mais c'est je vous dis vraiment la comédie américaine, c'est extrêmement compliqué. Hein. Et d'ailleurs à l'époque je pense que je faisais le compte en fait des films avec Will Ferrell en tête d'affiche qui sortaient directement en vidéo, et en fait il y a tous les films avec Will Ferrell sont sortis, à part Land of the Lost en fait, le remake de Land of the Lost en fait est sorti au cinéma, mais la première comédie après Anchorman qui est sortie avec Will Ferrell, c'était le truc avec Zach Galifianakis
et c'était Warner qui l'avait sorti fin août en fait, c'est The Campaign. Et ça c'est directement sorti au cinéma, mais il a fallu attendre près de 10 ans en fait avant qu'une comédie avec Will Ferrell d'affiche sorte. Frangin malgré eux est sorti en salle. Hein. Il était sorti en salle, t'es sûr? Ouais. Okay. Ouais, 26 000 entrées. Bon, okay. Ça s'appelle une sortie salle. Ça je ne sais pas, mais c'est fou parce que des gens qui sont sortis de la salle. Le pouvoir derrière, parce que Very Bad Cops, qui est exactement la même typologie de film, la seule différence c'est que dedans il y a Mark Wahlberg. Et ils ont marketé le truc avec Samuel L. Jackson et The Rock, qui littéralement reste 5 minutes dans le film parce que c'est le début. Il a fait quand même plus de 500 000 entrées. Donc c'est dingue, en fait, vraiment c'est dommage parce que je pense qu'un frangin malgré eux aurait pu largement quand même plus drôle que Very Bad Cops, quoi. C'est pas le même genre d'humour. J'ai beaucoup ri devant Very Bad Cops, mais c'est pas le même genre d'humour. Frangin malgré eux, c'est... Ouais, c'est chaud. Bah, il n'y a pas d'action, quoi. Ah non, il n'y a pas d'action. Je veux dire, avant au grand public, c'est un peu plus chaud. Faut y aller. Ricky Bobby aurait mieux marché. Est-ce qu'il est sorti en salle, Ricky Bobby? Ricky Bobby, je crois pas que c'est sorti en salle, mais en plus, Ricky Bobby, c'est le NASCAR. Donc, moi, je l'avais vu en DVD. C'est quand même Sacha Baron Cohen dedans aussi, en méchant. Ah si, c'est sorti en salle. C'est sorti en salle. Il y avait Jour de tonnerre qui était sorti avec Tom Cruise. Alors, t'as pas me dire qu'on peut pas jouer à un truc comme celui-là. Par contre, un Zoolander était sorti en salle et ça avait fait 150 000 entrées. Comme quoi, c'est vrai que c'est très très aléatoire. Ouais. Et donc, Florian, toi de ton côté, qu'est-ce que tu peux ajouter? Ma foi, pas grand-chose. Je vais vous laisser 2 minutes avant d'être interrompu par Ding. D'accord. Je peux pas donner mon avis encore. Tu peux pas encore donner ton avis. Bon, bref, c'est pas très grave. Moi, de mon côté, globalement, c'est un film que j'avais acheté en DVD, que ici, histoire de me dire, bon, le DVD, ça commence un peu à faire mal sur un écran un peu récent maintenant. J'avoue, je l'ai loué sur Prime Video pour le voir en qualité un peu meilleure. Et surtout avec un truc qui m'a fait beaucoup rire, c'est que dans la version dans toutes les langues, en anglais, il y avait anglais avec voix augmentée ou voix normale. Donc tu dis, en fait, il y a 2 mix différents, et j'ai écouté, et effectivement, il y a une version sur Prime, je sais pas si elle est ailleurs, où tu as les dialogues que tu entends beaucoup mieux par rapport à tout le reste. Comme s'ils avaient remasterisé, refait des balances. Je sais pas, et je me suis dit, mais c'est quoi cette connerie? Voilà. Par contre, je regarde beaucoup de films. C'est probablement pour compenser le mix cinéma qui, en général, si t'as pas un son 5.1, mais beaucoup les effets sonores et la musique... mais ça, je m'y attends. En général, ils te mettent son original 5.1 ou stéréo, et puis moi, je prends stéréo si je suis pas avec le 5.1, comme ça. Voilà. Mais là, c'était vraiment genre dialogue augmenté. Dialogue augmenté, qu'est-ce que ça s'appelle ce truc? Pour les vieilles personnes. Voilà, pour la vieille personne ou pour moi. Bref. J'ai bientôt 41, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est un des rares films même en fait avec Will Ferrell où je peux pas le regarder en français. Je peux pas. Parce que dans les voix de base, ils sont pas mauvais, mais il y a rien qui accroche l'oreille pour me faire rester. Il y a qu'au moment où tu vois Ben Stiller, t'as Emmanuel Curtil, parce que c'est lui qui fait la voix. Mais et t'as Christophe Lemoine pour Jack Black. Mais pour le reste, non, ça marche mieux. Les blagues forcément marchent beaucoup mieux. Alors que bon, c'est quand même très compliqué à traduire, même si on a vu quand même quelques bonnes trades de vannes. Non, il y a de bonnes trades. Je sais plus lesquelles, mais tu t'en souviens peut-être, Olivier? Il y a le truc avec... il y a un nom dans le deuxième qui est vraiment bien vu, mais je m'en souviens plus. Nique ta mère. Il y avait... C'était pour... comment il s'appelle? Ah oui, pour le super présentateur. Lame, ouais, machin Lame. Comment il s'appelle encore, lui? Ah oui, c'est pas Kevin. Non, Jack Lime, c'est Jack Lime, ouais. Jack Lime, c'est Jacques à merde en traduction de
sur les sous-titres, j'ai trouvé ça pas mal. Dans les sous-titres, c'était ça, ouais. Ouais, mais l'autre, c'est Jack O'Lay, mais ça marche pas mal aussi. C'est. Enfin, ouais, ça. Mais je dis pas que c'est pas dans la traduction, c'est juste que je sais pas, celui-là, ça fait partie des films non, où mais vraiment. là en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui jouent sur l'interprétation des comédiens. Je pense que c'est à cause de Carell, en fait. Mais ou grâce. Enfin, je veux dire, c'est impossible à doubler un Steve Carell dans un tel rôle. Ça devient cringe à mort. Enfin, je plains la personne qui doit doubler Steve Carell. Franchement, ça doit pas être simple du tout. Surtout dans ces rôles où il est complètement fou comme ça, quoi. Il faudrait presque faire du mimétisme, mais presque avec la même voix et c'est très compliqué. Hein. Très compliqué. Mais même Will Ferrell, hein, parce que Will Ferrell, il a des montées en puissance quand il se met à hurler dans des scènes vraiment de limite bébé Cadom. C'est pas évident non plus, je pense. Ouais, mais là. Je l'avais en français, je l'ai vu surtout dans Old School et donc Elf. Et dans ces deux-là, ça marche bien. Et je sais pas si c'est Philippe Vincent qui fait le doublage dans ceux-là aussi, mais ça marchait bien. Là, je pense que c'est parce que Carell, je veux entendre la voix de Carell, je veux entendre ses intonations. Il a une voix bien spéciale, quoi. Il a un phrasé qui est propre à lui, quoi. Tu peux pas, voilà. Il y a que quand tu as, par exemple, un Jim Carrey et un Kurt Hill, ils arrivent à avoir un truc qui fonctionne. Mais il faudrait qu'on trouve quelqu'un pour Carell de cet acabit-là. Et pour doubler Will Ferrell dans Elf, en fait, je pense qu'il faut maintenir une totale énergie. Voilà. Putain. Elle est dure celle-là, franchement. Je sais. Je suis prêt à te donne un bon point, donc un BP. Voilà. Merci. Tu peux parler, t'as plus de ding. J'ai plus de ding. Je reste foufou et je reste dingue. Du coup, au niveau de Anchorman, en fait, je me suis rendu compte avec le premier que ce qui marchait le mieux, c'était, en plus de Ferrell et Carell et tout, c'était à quel point tout s'imbrique et ça ressemble pas à une écriture d'assemblage de sketch. Les thèmes, j'ai l'impression c'est tenu, et j'ai aussi l'impression que ça reste un miracle de casting, c'est-à-dire que là on parle de Ferrell, de Carell, de Christina Applegate et tout, mais il y a quand même des super bons rôles pour Paul Rudd, pour David Koechner, en fait, qui est mon petit chouchou, en fait, qui joue le commentateur sportif et tout, extrêmement Moi, il y a un acteur que j'aime beaucoup, qui est Fred Willard, qui a disparu il y a pas très très longtemps, je pense. Ouais. Lui, je l'aime vraiment beaucoup. Il a ce côté papy sympa que t'aimes bien voir. Il a un peu côté rassurant, alors que tu sais très bien qu'il va faire que des conneries en général. Et Chris Parnell. Il y a Chris Parnell, mais il y a aussi deux scènes avec Fred Willard, en fait, où on lui fait où il est au téléphone avec des gens qui sont jamais identifiés, et on lui fait dire des conneries absurdes avec le ton le plus sérieux du monde, qui sont absolument hallucinantes. Et je pense que la différence majeure entre les deux films, c'est que je pense que ça faisait partie de l'époque où, comme c'est produit par Judd Apatow, que ça a été produit, donc où sa méthode c'était de vraiment tourner un maximum, faire improviser un maximum en fait les scènes. Donc après, donc il a fait Knocked Up, donc En Cloque Mode d'Emploi, il a fait plein de films un tout petit peu dans le même genre, donc sur vraiment la première décennie des années 2000. Et le truc, c'est que, comme Sarah disait tout à l'heure, il y a tout un film qui a été monté pour le marché vidéo uniquement à partir des chutes du premier Anchorman, en fait, qui s'appelle littéralement The Lost Movie. Et je pense que la raison pour laquelle ça s'assemble si bien, c'est que ils ont juste gardé les meilleures vannes, en fait, tout en gardant leur thème. Et en fait, c'est pour ça qu'en gros, on a un montage cinéma de 94 minutes, en fait, où en gros il n'y a rien à jeter, où toutes les vannes fonctionnent, où tout le monde a quelque chose à faire et tout le monde est naturellement drôle. C'est que ça a été vraiment improvisé, et ils ont dû tourner et laisser des heures et des heures et des heures de rush. Et je pense qu'en fait c'est une méthode stakhanoviste, je pense, qui fait que le 2 pallie en comparaison. Oui.
Oui, ça c'est clair, c'est clair. Est-ce que je vois que Sarah dit oui, t'as des choses à ajouter, Olivier, par rapport à tout ça? Non, j'étais d'accord. Oui, enfin, si on aborde le 2 un petit peu, moi on peut peut-être partir sur le 2, je sais pas si vous avez des choses à ajouter dedans. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de peut-être de Christina Applegate. Déjà, toujours, voilà, une de mes actrices préférées. Et puis niveau comédie, elle a aussi un rythme, elle a aussi elle soutient totalement l'équipe qui est derrière. Son rôle lui va vraiment à ravir. En plus du fait qu'elle soit quand même la petite chouchou quand même, elle est super belle. J'ai toujours adoré depuis marié 2 enfants déjà, voilà. Mais je trouve que, comme tu disais, oui, le casting, il y a vraiment zéro faute, quoi. Mais tu peux chercher, il n'y a pas un qui dénote, même dans les plus petits rôles, ce qui sera moins le cas dans le 2. Hein. Il y a quelques caméos, on aurait bien pu s'en passer. Mais bon, c'était l'époque, on va dire, c'est ça. Dont 2 rappeurs, entre autres. Mais bref, voilà. Je vais pas m'apesantir là-dessus. Ah, si t'as enlevé le micro. Non, vas-y, continue, on en parlera après des 2 rappeurs. Oui, mais justement, et donc dans ce film 2, mais je vais te laisser finir, Olivier. Si t'as quelque chose à dire en plus sur le 1, avant de passer au 2. Non, sur le 1, moi je suis d'accord sur le casting, c'est vraiment très réussi et c'est vraiment un peu la marque justement des comédies américaines et des films voilà, de ce genre de films. Je trouve que les anglo-saxons ont quand même cette Florian parlait de staccanoviste, je trouve que ça dit bien la chose, c'est-à-dire que c'est des gens qui pensent à tous les détails, qui pensent à tous les rôles, qui donnent à manger à tout le monde, et je pense que c'est une des réussites souvent des comédies anglo-saxonnes, et c'est aussi là où je trouve que parfois la comédie française pêche. C'est que parfois on a un bon pitch, on a une bonne base de départ, des bons personnages principaux, et derrière en fait on s'en fout des personnages principaux, des personnages secondaires, on s'en fout de comment on met ça en place, et là vraiment c'est ça qui fonctionne dans le 1, quoi. C'est le fait que on a beau regarder partout, tout est justifié, tout est drôle, tout est parfaitement millimétré, ou en tout cas, parce que comme il y a beaucoup d'impro, c'est pas... Mais en tout cas, tout est là pour servir la comédie. Et c'est vraiment... Enfin, je trouve qu'en tant que spectateur, c'est très agréable parce que j'ai un sentiment de confiance. Et je me dis que j'ai juste à rire, quoi, en fait. Je sais que les choses vont arriver, que les choses vont être drôles, que les choses vont être bien faites, et je suis dans des bonnes conditions pour pouvoir rire. Et c'est pas, je trouve que c'est pas, tout ça n'est pas accessoire, quoi. J'aime que tout serve la comédie et tout soit là pour une bonne raison. Ouais. Et ce qui va être un peu moins le cas, hein, on va en parler maintenant du 2, donc qui s'appelle Légende vivante en français, ou Présentateur vedette 2, la légende se poursuit au Québec, donc Anchorman 2, The Legend Continues, toujours par Adam McKay, avec au scénario Will Ferrell et McKay. Reprend peu ou prou la même équipe, si ce n'est que niveau durée, on est sur du 2 heures, voire 2 heures presque et demie pour la version allongée. S'il était nécessaire d'allonger ce film. Non. Voilà, pourquoi pas. Bon, bref, et on passe donc des débuts des années 70 à 79-80, où on retrouve justement Ron et son équipe qui vont... après plein de petits trucs comme ça, un petit changement de métier, ils vont essayer de se retrouver pour bosser pour une
une des premières chaînes d'infos en continu 24 heures sur 24. Voilà, donc clin d'œil à ce qui se passe en ce moment. Je pense que ça se sent beaucoup plus par rapport au 1, le côté on veut faire des clins d'œil à l'actu et à ce qui se passe à la télé ou sur Internet en 2013. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Dans le 1, je le sens pas trop. C'est plus politique. Là, c'est plus politique. D'autant plus qu'on a oublié de dire quelque chose, c'est que j'ai pas été vérifié. Je sais pas si vous l'avez été vérifié, mais le premier truc qu'on voit dans le 1, c'est cette histoire est basée sur des faits réels. Et les personnages ont été changés. Donc, à quel point c'est une connerie? Seuls les événements, personnages et lieux ont été modifiés. Oui, c'est ça. Voilà. Le personnage de Ron Burgundy, il est inspiré d'un vrai mec. Hein. Oui. Ça a été confirmé par le gars en question et par Will Ferrell, etc. Et donc même la construction du premier où c'est effectivement de la news un peu classique où il n'y avait pas grand chose, en fait dans le 2 ça s'est vraiment fait comme ça. Moi j'ai trouvé ça intéressant, ce parti pris justement de partir sur la construction de la première chaîne 24 heures sur 24, comment l'information est devenue de la consommation pure et dure. De l'infotainment plutôt que de l'information. Quoi. Ah oui, même que de l'entertainment au final. Hein, ouais, j'avais même plus d'infos. Oui, clairement. Et du coup, c'était intéressant d'avoir mis ça en fil rouge, justement, pour contrebalancer un peu les conneries qui vont se faire ailleurs. J'ai trouvé qu'on voyait un peu plus Steve Carell dans le 2 aussi mais on voit surtout Kristen Wiig. Et voilà, et en fait je trouve que c'est un peu dommage qu'ils aient pas exploité un peu plus cette histoire avec Kristen Wiig. Moi je vais un film juste sur Brick. Leurs interactions, elles étaient plutôt drôles. C'est un peu les trucs qui m'ont fait probablement le plus rire dans le. C'est la part d'absurde la plus forte. Ouais, et puis ils fonctionnent bien tous les deux. À chaque fois, dès qu'ils sont ensemble dans un film, dans un sketch, il y a cette espèce d'alchimie, il y a une complicité entre les deux acteurs. Et là, on le sent. Tu voyais, les deux avaient envie de mourir de rire. Enfin, tu vois, ils avaient les yeux hyper rieurs. Donc ça, c'était plutôt cool. Et c'est dommage de ne pas avoir été plus loin dans ce truc-là, parce que d'un coup, ils lui touchent l'épaule, ils vont faire un date, puis à la fin, ils se marient, quoi. Bon, j'aurais voulu savoir ce qui s'est passé entre-temps. En fait, c'est globalement, en fait, tu viens de résumer mon avis sur le 2, c'est-à-dire que c'est un film qui part bien, je trouve. C'est un film qui part sur des bonnes bases. Toute la première partie du film, quand il va en gros chercher son équipe qui est éparpillée aux quatre coins des États-Unis et qui ont chacun changé de vie. Oui. Tout ça, ça me plaît beaucoup en fait. Je prends un vrai plaisir. Même les chauves-souris frites. Franchement, c'est drôle parce qu'en fait, c'est nouveau. C'est dans la continuité du 1, mais c'est une autre facette. Ça nous raconte quelque chose de différent. Brick, pardon, je te coupe, mais Brick qui revient à son propre enterrement, c'est quand même incroyable. C'est génial. C'est vraiment la scène. C'est sa propre logique. La scène est folle. Et le problème, c'est qu'une fois qu'ils arrivent dans leur chaîne de télévision, et ben en fait, ça reprend exactement, ça recalque la même structure que le 1, avec les mêmes gags, les mêmes. Et là, tout d'un coup, c'est un espèce de fan service du 1. Et là, tout d'un coup, désintérêt total, quoi. Vraiment, au bout d'un moment, Je suis pas d'accord avec le fait que ça soit exactement la même structure, mais par contre, c'est exactement la même chose. Le parcours de Ron Burgundy est à peu près le même, mais après, je pense qu'il y a une légère différence. Le problème, c'est qu'ils essaient, comme tu dis, de faire du fanservice. Là, je suis d'accord avec le fanservice. Je suis moins d'accord sur le fait que la structure est la même, en fait. J'ai revu le 1 là, cet après-midi. J'ai cru que je regardais le 2 en fait, parce que le moment de dépression il arrive exactement au même moment, c'est exactement la même chose. C'est vraiment, en gros, il arrive à peu près la même chose au même moment. Honnêtement, j'ai trouvé ça pénible à regarder parce que j'avais l'impression qu'on me faisait les mêmes scènes, mais en moins bien. Donc, en essayant d'en faire plus.
c'est vrai que sur la deuxième partie, j'ai plus de mal à différencier le 2 du 1, où pour moi les scènes se mélangent un peu. Et aussi parce qu'en fait, même en termes comment dire, en termes de contexte temporel, pardon, on sent plus la différence entre les années 80 et les années 70, dès qu'ils sont les scènes en dehors du studio, l'attaque de l'ours, tous ces trucs-là, en gros. Attends, l'attaque de l'ours, c'est dans le 2 ou dans le 1 ? Dans le 1. C'est à la fin du 1. Ouais. Tu vois, pour moi, c'était dans le 2. Donc, la bagarre, la scène de combat entre toutes les petites équipes, etc. Vraiment, dans le 1. Dans le 2, de refaire ça, je trouve ça vraiment nul. C'est ça c'est overkill en fait. Et je pense que ouais, ça. Moi, c'est le seul truc que j'ai bien aimé pour le côté un peu fan service, mais parce que moi j'adore les caméos. Parce que du coup, dès que je vois quelqu'un qui est pas censé être là, et que je dis mais putain c'est lui, c'est lui. Moi voilà, ça c'est mon petit. Oui, péché, mais c'est exactement pour ça que c'est fait, hein. Faut pas. Mais je sais, mais donc voilà. Alors que la première bagarre, je suis désolé, moi elle m'éclate la première bagarre. En dehors du fait que tu as ce côté caméo un peu moins footrack. Oui, mais les caméos du coup ils marchent parce qu'on s'y attend pas. Alors que dans le 2, quand on voit qu'ils commencent tu te dis qui vont nous sortir. Donc t'attends. T'attends le truc. Même le caméo dans le 1, ça dépasse quand même les attentes. Moi, ça truc, la présentation des équipes, c'est mieux écrit en fait. Je me fiche que ce soit Vince Vaughn, mais ce que dit Vince Vaughn, c'est le personnage de Vince Vaughn est marrant en fait. C'est ça, ce qu'ils disent en fait, c'est beaucoup mieux écrit, c'est beaucoup mieux amené. Ouais. Et là, le truc, c'est le problème de cette scène de combat dans le 2, c'est que c'est beaucoup trop. Il y en a beaucoup plus d'équipes. Et juste pour dire, on va mettre plein de trucs. Moi, il y en a 2 qui m'ont fait beaucoup rire, qui je trouvais marchaient bien. Non, c'est CBC, c'est Jim Carrey et Marion Cotillard. qui dit sorry à chaque fois. Sorry. Sorry. C'est vraiment très, très, très québécois, très canadien, ça marchait bien. Pour le reste, j'étais content de les voir toutes les deux, mais Tina Fey et Amy Poehler, c'est juste parce que c'est des copines du SNL. Mais elles n'apportent rien là, et elles ont rien à faire là. C'est tellement à ce point-là que dans la VF, il faut savoir que Tina Fey et Amy Poehler, c'est la même comédienne de doublage qui fait la voix. Ils ont pris la même personne. Si elle sait bien doubler. Non, mais c'est te dire à quel point, genre, de toute façon, ils sont pas loin longtemps, donc vas-y. De toute façon, c'est pour un DTV, qu'est-ce qu'on en a à foutre. Mais ouais, moi, ça pour le coup, c'est vrai que je suis cliente parce qu'en plus, j'avais oublié, quoi. Et c'est dommage parce que t'as tous ces gens, tu vois. Oui, enfin, t'as oublié. Et ça m'a fait replonger en 2013, du coup. Parce que effectivement, ce Drake et Kanye West qui sortent de nulle part en me disant putain, en fait les gars, si vous saviez maintenant où on en est avec Kanye West, c'est pas sûr que tu l'aurais choisi à l'époque. Mais c'est ce qu'on disait quand on parlait. C'est comme Trump dans Maman j'ai raté l'avion. Oui, tu ou vois, dans O.J. Simpson dans les Y a-t-il un flic. C'est un peu plus problématique. Mais attends, je suis en train de mélanger plein de trucs que j'ai vus dernièrement, mais il y a le truc de O.J. Simpson. J'ai 3 potes, il y a machin. Eux 3, c'est des lady killers. Mais si, c'est dans celui-là, c'est dans la fête qu'ils font chez dans le premier. Il y a un clin d'œil à ça en fait, à O.J. Simpson, machin. Oui, moi je les connais bien. Ils donnent 3 noms et c'est 3. C'est avec Epstein, etc. Machin. Puis c'est des lady killers. Sympa. Mais bon. Voilà, c'est pour te dire à quel point c'est... Tout ça pour dire que le 2, 45 minutes de trop. Une demi-heure à 45 minutes de trop, ça aurait pu... En fait, même moi, même toute l'histoire d'amour, entre guillemets, avec sa boss, là... Linda qui est jouée par Megan Good en fait Megan Good, voilà. Et pour le coup, contrairement à Christina Applegate, c'est quelqu'un qui a joué dans pas mal de films, même si c'est pas des films soit mainstream, etc. Mais beaucoup de films communautaires, je sais que moi j'ai sorti plein de DTV avec elle. Ouais, et c'est surtout que Megan Good en fait, contrairement à Christina Applegate, c'est pas quelqu'un qui a vraiment un background de comédie comique en fait, donc elle peut pas exactement jouer le même type de choses. Donc là, le fait de lui donner cette espèce de personnage qui va humilier sexuellement en fait Ron Burgundy et tout, sur le papier c'est une meilleure idée qu'en fait dans l'exécution.
et je pense que Meagan Good en fait quand elle a été castée, voilà, elle a pas réfléchi 2 secondes en fait, elle a dit on y va et tout, mais je pense qu'en fait le résultat est pas à la hauteur de ce que ça pouvait être sur le papier, et encore une fois c'est cette partie où je trouvais que ça traînait en longueur. Parce qu'une fois qu'on a compris les blagues, ça devient assez cringe en fait sur la deuxième séquence en fait. Ouais, moi j'ai trouvé toute la scène du repas dans sa famille insoutenable. Enfin, là pour le coup c'était pas drôle. Et pourtant. Ouais. Je confirme, c'est dans le 2, le dialogue avec les Lady Killers. Et donc c'est Brian Font. Any idea what you might do next? Gonna head back to LA. Got a group of buddies out there. O.J. Simpson, Phil Spector, Robert Blake. Sounds Phil like Spector, a fun crew. Quoi. We got out cruising chicks. We call ourselves the Lady Killers. Et l'autre il dit, I love that name. You should get it on the back of matching jackets. Hey, that's not a bad idea. Voilà. Et Meagan Good, elle était dans le 1? Non, Meagan Good n'était pas dans le 1. Je vois le 1 dans sa filmographie. Ah, mais non, c'est pas le cas. Sinon, je l'aurais. Non. Bah je l'aurais pas loupé. Non. Je l'aurais pas loupé. Je l'aurais pas loupé. Enfin. Je sais pas pourquoi, elle est... Ouais, Linda Jackson, mais... c'est sans doute une erreur. Ouais. Mais effectivement, oui, pareil pour moi, c'est... Il y a des choses qui sont très drôles. Moi, il y a une scène qui me fait à chaque fois beaucoup rire, alors que c'est une des plus bordéliques possibles. C'est celle du van qui se casse la gueule, qui fait des tonneaux avec la friteuse. Ah oui, mais ils se font bien préparé. Ça, ils se font les... C'est ça. Tout début. Et ça, ça cadre avec l'esprit Zaz du 1 dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Et moi, ça me fait marche. pleurer de rire. Ça marche trop bien. Mais une fois qu'ils arrivent, effectivement... Le chien qui se met à mordre, là. En fait, c'est marrant parce que c'est un peu la scène tournant, en fait. Ouais, on a l'impression qu'après ça, il y a plus grand chose. Ouais, il reste des moments qui sont drôles. Moi, j'aime beaucoup le petit truc qu'ils ont avec. C'est Brian, c'est ça, le nouvel petit ami qui est psychologue, et l'autre il croit qu'en fait il fait de la télékinésie ou je sais plus quoi. Puis tu vas bouger avec les choses avec la tête, tu lis dans mes pensées. Qui est incarné par Greg Kinnear, et que je n'ai absolument pas reconnu. Je me disais c'est quoi sa tête, et je savais pas qui c'était. Ah bah, oui. Bah, c'est avec son espèce de mulet là. Et par contre, la scène que j'avais totalement oubliée parce que j'avais oublié 90% du 2, c'est la scène en fait avec le gosse en fait où en fait Burgundy en fait revient un tout petit peu en triomphe et donc va voir Véronica, donc Christina Applegate, pour lui offrir un cadeau, et son nouveau petit ami est là, et en fait t'as le gosse en fait t'as le gosse qui joue avec la lingerie et tout ça. C'est super lace en fait, dans VO c'est super lace et tout, et il met la lingerie sur machin, et il est en train de courir pendant 2 minutes. Moi j'ai trouvé ça très 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 drôle quoi, mais c'est dommage que ça... Mais toi dans les scènes oubliées... Le gamin est drôle. Le gamin est drôle, mais dans les scènes oubliées, toute la partie où il devient aveugle et qu'elle essaie de l'aider avec cette espèce de truc dans un phare, machin, tout ce truc-là, je ne m'en souvenais plus, et puis après l'avoir terminé, je me souviens pourquoi, je m'en souviens plus. C'était vraiment le seul truc gaulerie que j'ai trouvé, c'était l'histoire avec le requin. Ouais, c'est marrant là. Moi j'ai bien aimé les retrouvailles, tu vois, le fait que le début de l'histoire ça commence par ça, puis juste de le voir courir vers la mer pour aller embrasser son poteau requin qui se met à le croquer, c'est quand même complètement con quoi. Ouais, mais le truc c'est que effectivement, on parlait beaucoup des trucs des Zaz, etc. Là, tu sens que c'est... on a eu un début de film qui ont été fait par les Zaz, et puis après, ils en ont eu marre, ils ont donné le truc à quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un d'autre a juste dû se débrouiller avec ce qu'ils avaient tourné et essayer de faire un truc avec, quoi. Et c'est pas mauvais non plus, c'est très long, et toute la partie, le truc de 24 heures, c'est beaucoup trop long pour son bien. Et James Marsden, oui, c'est rigolo le fait qu'il change son nom, mais sinon le personnage en lui-même il sert à rien. Ouais, il y a pas le côté comme il y avait justement dans le premier, un peu le côté ennemi, rival et machin. Là il y a pas du tout. Et puis merde, il y a pas Steve Carell qui fait un câlin à un ours dans le 2. C'est vrai que c'était drôle dans le... Il nous faut des ours.
Comprenez-le. Je trouve qu'il y a un truc, il y a une certaine inconsistance. Quand je matais le 2, en fait, je me demandais en fait pourquoi je riais pas et tout, alors que en fait je me trouve, enfin moi je me trouve relativement dur en fait avec le 2 parce que c'est quand même une équipe de production et des comédiens et tout qui sont généralement assez exceptionnels, quoi, tu vois. J'ai l'impression, tu vois, de critiquer en fait, je sais pas, le deuxième championnat européen de champion du monde, quoi, tu vois, c'est de la comédie. Donc c'est des gens d'extrêmement haut niveau. Et du coup, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont d'extrêmement haut niveau. Et j'ai identifié deux choses en fait c'est que sur le premier, la source d'humour, c'est pas le thème en fait c'est pas vraiment le thème en fait des chaînes d'infos et du fait qu'ils font de l'infotainment et tout. C'est ça découle vraiment de l'ego incommensurable et totalement misogyne en fait de cette bande de cette bande de présentateurs. Et ça vient vraiment, voilà, des personnages plus que des thèmes. Et le deuxième en fait, donc il y a le personnage d'un Australien qui est joué par Josh Lawson, qui est voilà un pastiche en fait de Rupert Murdoch, qui lance la JNN en fait, qui est la chaîne d'info en continu. Donc en gros, Adam McKay en fait, il fait semblant de brouiller les pistes, puisqu'en gros tout le monde sait que CNN, le vrai, a été lancé par Ted Turner, qui pour le coup est un vrai milliardaire américain. Mais du coup, le fait de donner juste un simili Murdoch à un acteur australien, j'ai l'impression que, tu vois, à part le clin d'œil de ça, ça va pas dans beaucoup de directions qui sont super comiques, ce qui est assez bizarre pour du Adam McKay. J'ai l'impression qu'une fois que tu poses le truc, tu fais pas beaucoup de vannes ou beaucoup de côté satirique. Et il y a juste son accent, quoi. C'est ça, juste son accent, et même c'est 2-3 scènes et ça s'arrête là, et tu laisses vraiment la vedette au personnage de Linda, donc de Megan Good, avec lequel tu fais pas meilleur, enfin tu fais pas mieux ou tu fais pas forcément plus drôle, hein. Mais de manière générale, la source d'humour du 2, c'est que vraiment c'est plus en fait on rit plus de l'ego en fait des personnages, puisque maintenant on les connaît. On rit en fait du public de l'époque, qui est vraiment le public même de maintenant, et à quel point en fait il a commencé à tomber pour pas du tout de l'info, mais du sensationnalisme, pour du trash en fait, pour du voyeurisme et pour des trucs comme ça, et à faire de l'info feuilletonnante au lieu de parler de l'info. Et donc il y a cette scène où Will Ferrell lit le conducteur et dit le changement climatique, la Chine qui devient une superpuissance et tout, c'est chiant et tout. Et le personnage dont son boss incarné par Dylan Baker dit ah oui, mais les news c'est censé être chiant. Et il y a un côté message, hein, où en fait on est censé un tout petit peu rire en fait de nous et du public et de son addiction aux chaînes d'infos en continu 24 heures sur 24. Ce qui préfigure en fait les derniers films de McKay, mais dans le cas d'Anchor Man, ça donne pas grand chose à faire aux comédiens. Et je pense que c'est le gros défaut du film. Oui, c'est ça. Il y a un peu trop, c'est un peu too much, et puis tu t'en as mis tellement. Ils ont moins de place, quoi. Ils ont moins de place et ils sont moins bien écrits, ou ils sont, contrairement au premier où on se disait que là tout le monde avait été bien choisi, le côté staccanoviste, etc. Tout était bien là. Là c'est plus, on va en faire plein parce qu'on va le faire pour les fans. Et finalement, même quand tu as beaucoup aimé le premier, tu dis ouais, ok, c'est sympa, mais finalement on aurait préféré soit pas de deuxième, soit un deuxième qui soit dans la même lignée, un peu plus humble sur certaines choses, quoi. Et puis drôle. Après, c'était son premier film, hein, Anchor Man. Enfin, tu vois, quand tu arrives 10 ans plus tard, alors qu'entre-temps, t'as aussi... C'est un peu le problème de McKay. Ouais. Malheureusement. Je pense que monsieur s'est pris un bon melon depuis. Oui, et puis enfin tu le vois avec Don't Look Up. Enfin, Don't Look Up, c'est à l'heure actuelle, c'est quelque chose. The Big Short déjà aussi. Hein. Ah, déjà. C'est ça, mais tu vois, Don't Look Up, c'est un film que je refuse de voir parce que je sais que je vais être atterré de cringe devant, et je me dis, les gens qui doivent vraiment, on va dire, comprendre, ou qui doivent vraiment retirer une leçon de film, ne vont jamais regarder ce film de leur vie.
Et donc je comprends, à l'heure actuelle, je comprends toujours pas le projet de McKay avec ce film, en fait. Tu vois? Moi, je crois qu'il se pose pas la question, en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui pense qu'il est très fort, ce qu'il est. Et du coup, il pense il peut faire il peut faire tout ce qu'il veut, en fait. Donc, il veut montrer surtout qu'il est très fort. Donc, il veut montrer qu'il est plus intelligent, plus fort que tout le monde. Donc, effectivement, comme tu dis, je suis pas sûr que ce soit le bon billet pour aller toucher des gens qui sont convaincus de l'inverse. Donc, moi, justement, ce que je vois là dans ce deuxième Anchorman, c'est que je trouve qu'il y a un peu plus de moments où la réalisation fait la maline. Et alors ça, c'est pas au niveau de Big Short et Don't Look Up, mais il y a des moments où tu te dis, ah mais ça en fait il y avait pas dans le, il y avait pas besoin en fait, c'était suffisant en fait. Pourquoi aller chercher quelque chose de très compliqué alors que finalement faire quelque chose de plus simple permet de rendre ça plus marrant. Et je pense que c'est effectivement, on voit vraiment, il y a 10 ans d'écart, on voit que McKay a pris un peu trop de confiance et a perdu de vue un petit peu l'efficacité de l'humour au profit d'une vantardise cinématographique, si je puis dire. Et dans le message derrière la satire, ce que tu trouves un tout petit peu moins dans le 1 en fait. Tu vois, c'est oui, tout à fait, ouais. le truc avec c'est le truc avec l'inclusion des pense plus malin que tout le monde quoi. Le truc justement, avec l'inclusion des animatrices et on va dire la montée en ambition en fait de journalistes féminines et tout, c'est quelque chose où là du coup je peux rejoindre Olivier où tu vois j'ai l'impression que oui tu peux le refaire dans le 2 en faisant de Linda en fait une similée Oprah Winfrey. Et donc du coup ça rejoint le parcours de Véronica dans le 1. Donc en ce sens je rejoins un peu Olivier qu'il y a certains éléments qui sont de la redite. Mais dans l'ensemble, je trouve que la satire en fait il y a beaucoup moins de messages politiques assénés en fait dans le 1 que tu l'as dans le 2. Je suis d'accord, si tout à fait. Non pas que je suis pas d'accord avec le propos de fond parce que diplômé d'école de journalisme, moi j'ai vu la déliquescence en fait des médias français, donc c'est difficile de pas être d'accord avec avec les messages de McKay. Oui, tout à fait. Mais comme c'est difficile d'être contre ce qu'il dit dans The Look Up ou dans The Big Short, hein. C'est pas le message qui est mis en cause, c'est la manière dont il le fait passer, parce que moi je suis un peu comme Sarah, je trouve que c'était une très bonne idée justement pour diversifier par rapport au 1 d'aller explorer un petit peu cet aspect-là, parce que effectivement les années 70 c'est pas les années 80, et comme disait Sarah tout à l'heure, c'est que le problème c'est qu'il et toi aussi, c'est qu'il y a deux problèmes, c'est qu'on voit pas tellement la différence entre les décennies, et effectivement on se base plus sur la satire du point de vue spectateur que du point de vue des animateurs. Et donc si je peux me permettre, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui permet de pas trop faire la différence. Il y a autant de yacht rock dans le 2 que dans le 1. Tu commences avec Christopher Cross dans le 2. Et tu touches pas à ça c'est très bien. Non mais c'est très bien, mais ça permet pas de différencier les époques. Il y a autant de quoi en fait, il y a Christopher Cross au début du 2. Il y a énormément de morceaux du 2 en fait que tu aurais pu inclure dans la bande son du 1, alors que tu as 5-6 ans de différence. Et la bande son est très très omniprésente. Les marquages temporels sont complètement. Ouais, c'est ça. Enfin, sont vraiment mauvais dans le 2 quoi. Enfin, il y en a pas, ils sont inexistants. À part à un moment, il marche dans les rues de New York avec une veste en cuir. Bon. Et c'est assez dommage parce qu'en fait, comme je disais, c'est que tout le début nous laisse penser que ça va être autre chose. Et effectivement, je trouve que l'idée de parler d'une chaîne 24/24 était alors c'était peut-être une fausse bonne idée, mais
Mais quand on commence le film, on se dit ah ouais tiens c'est une bonne idée. Et en plus je trouve que malgré tout, au milieu de tout ça, il y a quand même des répliques qui sont quand même très drôles quoi. Oui, mais justement, si on ça qui est hyper si on avait eu un truc plus court, plus ramassé et qui tient plus sa ligne directrice du truc infotainment, 24 heures, etc., on avait quelque chose de bien. Sauf qu'il est boursouflé en fait. Et sa scène de combat est l'exemple type de ce qui ne va pas dans ce film-là. C'est on a voulu en faire de trop. Et ça dérape. Moi, il y a une réplique qui me fait beaucoup rire, c'est quand il dit à 4 c'est une famille, à 5 c'est une foule. Ça m'a fait exploser de rire. C'est pas la sitcom en fait dans laquelle joue. Il y a à un moment il y a une vedette de sitcom en fait vers la fin du film en fait. C'est ça. Et c'est la sitcom dans laquelle elle joue en fait. C'est une parodie de Full House ou ce genre de truc ou Chase the Crowd. Moi cette phrase je l'adore. Enfin je l'ai notée, je vais la ressortir. Je trouve cette phrase parfaite. Mais bon, dans tout ça, on aura eu droit quand même à quelque chose qu'on aurait aimé avoir dans le 1, c'est-à-dire Kristen Wiig et Steve Carell, qui, même si, attention dans le bordel de tout ça, on commence par Carell et Brick qui va à son enterrement, mais qu'on nous dit qu'à la fin du 1, que globalement, il a rencontré une femme, il a eu je sais plus combien d'enfants, mais dans le 2, il connaît pas l'amour, il sait rien de rien du tout. Comment il a eu des enfants avant? Il y a eu un moment donné où il y a des trucs, c'est pas clair. C'est pas très clair. Mais je crois qu'ils s'en foutent. Oui, je pense qu'ils s'en foutent. Oui. Mais n'empêche que cette scène de l'enterrement est très drôle. S'il y avait bien un personnage avec lequel il fallait pas que ce soit clair, c'est lui, quoi. Oui, c'est clair. Oui, Three's Company avec hyper drôle, même quand ils sortent du fight même quand ils sortent du fight, le 2, bon, que vous avez pas aimé, moi j'ai trouvé ça drôle, mais et qui résume le truc en disant putain c'était trop bien machin, j'ai même tué un mec avec un trident. T'as pas compris quoi, tu vas mourir. Tu vas aller en prison. Écoute, on va en reparler, mais je pense qu'il va falloir que tu te caches pendant un moment. Non mais c'est hyper drôle. Oui, alors, c'est hyper drôle parce que c'est ce personnage et ce personnage-là, mais vraiment, faut pas non plus étirer parce que sinon ce serait vraiment le problème qu'on a là. Mais t'as envie d'en voir plus de lui, t'as envie d'avoir un personnage comme ça plus souvent, quoi. Et ouais, c'est ça qui même l'intro du personnage, je crois que la toute première interaction qu'on a avec lui dans le 1, c'est quand il fait la blague à Cornerstone en lui disant There's a party in my pants, would you like to come? Et où il l'invite, mais il comprend pas que c'est une blague salace et qu'il fait juste que la répéter, il la répète à elle, puis après il la répète à un autre mec. Il le dit mal au début. Il le dit mal, oui. Je sais plus ce qu'il dit. I would like to... Ah oui, j'ai trouvé, attendez. I would like to extend to you an invitation to the pants party. The pants party. C'est hyper con. C'est très très con. Ah non, mais c'est génial. Mais même toutes les apparitions où il est censé juger la météo, où il est genre en plein New York, il dit oui, il y a du vent, le vent est ventu. et surtout la scène qui moi me fait beaucoup rire à chaque fois, c'est quand il se rend compte que l'écran vert et son pantalon est vert, et il a plus de jambes et il comprend pas ce qui se passe. Mais c'est très drôle. Cette scène était super drôle. Il est quand même allongé par terre. Oh my god! C'est vrai que c'était très drôle. C'est ça le truc, c'est que... C'est ça, c'est qu'en fait le film est drôle quoi. Mais en fait il faudrait faire un super cut. Mais c'est noyé au milieu de trop de trucs. Il faudrait faire un super cut pour enlever le gras de tout ça et d'avoir, comme tu dis, une demi-heure, 3/4 d'heure de trop. Et je sais pas, Florian, finalement, toi tu as vu la version super longue ou pas? J'ai vu la version cinéma, malheureusement pour des raisons techniques indépendantes de ma volonté. Et on voulait peut-être partir sur quelque chose du pourquoi il y aura sans doute jamais, et finalement c'est pas non plus un mal en soi parce que on risque d'avoir des problèmes avec de qualité avec un 3. Il n'y aura pas de 3 parce que tu racontais quelque chose juste avant qu'on enregistre, donc Florian. Oui, en fait je révisais un tout petit peu le contexte
de production du 2. Effectivement, sur la fiche Wikipédia du deuxième, il y a effectivement une sous-section avec les possibles suites, puisque donc juste après la sortie du 2, il y avait donc la version très très longue qui est sortie, donc celle de 2h30 dont on parlait. Adam McKay a fait 2-3 interviews où, il a un tout petit peu dit d'abord non c'est fini, c'est tout pour Ron Burgundy, je suis assez content. 2 mois plus tard, il s'est dédié, il a dit non j'ai peut-être un peu parlé trop vite, si d'ici quelques années on nous dit ouais c'est ok, on est assez ouvert. Et j'ai lu ça et je me suis dit en fait oui, les années ont passé, mais ce qui se passe c'est que les 2 Anchorman ont été produits par Gary Sanchez Productions, qui était une société de production fondée par Will Ferrell et Adam McKay. Ils ont été aussi partenaires donc dans la création de Funny or Die, en fait, qui est donc un portail humour et aussi une société de production qui ont été très très en vogue en fait depuis le début des années 2000. Donc ils ont eu beaucoup de succès donc avec leur production en commun. Ils ont aussi été à l'origine de Succession pour HBO, qui est arrivé en 2018. Tu parles de Funny or Die, il faut pas oublier aussi un truc, avec Anchorman et Funny or Die, il y avait un sketch, si on veut, qui est Anchorman XXX parodie 7 visites non safe for work. Wow. Et donc c'est une parodie faussement porno de Anchorman par Funny or Die. Wow. Et le truc, c'est que à partir de 2019, en fait, Adam McKay se met dans la production d'une série qui s'appelle Winning Time, donc qui a connu 2 saisons qui étaient sur les Lakers dans les années 80. Ouais. Donc il y a eu un énorme cast, et dans le rôle de l'entraîneur, qui s'appelle Chuck Buss, voilà, il devait logiquement caster Will Ferrell, ce qui aurait été vraiment le truc le plus logique. À la base, et donc à la place, il a décidé de caster quelqu'un qui apparemment ne ressemblait pas à Jerry Buss, en fait, qui s'appelle John C. Reilly, donc qui est forcément l'autre qui est bien connu d'Adam McKay, puisque donc c'est l'autre brother de Step Brothers. Et apparemment, peu de temps après la pandémie, et donc alors que Winning Time arrivait sur HBO, Adam McKay donc a donné une longue interview au Hollywood Reporter, puisque donc Gary Sanchez Productions a été dissoute en 2020-2021, et on lui a demandé en fait qu'est-ce qui se passait avec Adam McKay. Il a expliqué que effectivement, il a jamais parlé à Will Ferrell d'être casté comme Jerry Buss dans Winning Time, ce qui apparemment aurait été parfait. Et Ferrell lui en a voulu personnellement. Et Ferrell, de son côté, quelques mois après, en fait, a donné sa propre version, comme quoi il se reconnaissait plus tellement dans les projets et dans la multiplicité de projets que Adam McKay produisait. Ce qui fait que donc Gary Sanchez en fait a été dissoute, mais Will Ferrell en fait a gardé en fait une sous-société de production qui s'appelle Gloria Sanchez, et c'est cette société de production en fait qu'il garde pour produire ses propres projets, en fait, donc pour continuer à produire des séries télé et des choses comme ça, et donc avec une autre personne qui était donc avec Gary Sanchez, qui s'appelait Lauren Elbaum, en fait. Et d'ailleurs c'est eux qui ont produit le premier film de Leslie Headland, en fait, qui s'appelle Friends with Kids, avec notamment, il y avait Jason Metsoukas qui était à contre-emploi, il y avait Alison Brie, etc. Donc ça c'était c'était Lauren Elbaum en fait qui l'avait produit. Et de son côté, en fait, Adam McKay a fondé une autre société de production qui s'appelle Hyper Objects Industries. Mais le truc, c'est qu'il y a de l'eau dans le gaz dans la collaboration avec les deux, et qu'apparemment les deux ne se parlent absolument plus depuis qu'il y a eu la décision de dissoudre la société de production. Et ce qui explique pourquoi il n'y aura probablement jamais de suite à Anchorman, et que ça paraît aussi râpé pour une potentielle suite à Step Brothers. Au passage, Winning Time est à peu près est le meilleur exemple de tout ce qui va plus dans le travail de Adam McKay, parce que c'est une série qui en fait des caisses pour
pas raconter grand-chose finalement. Ouais. Nous allons, je pense, terminer sur ces bonnes paroles alors. Voilà, donc globalement, Anchorman, le premier est vraiment un film qui mérite un statut culte pour bien des raisons, qui, comme on l'a dit, pourrait, sans trop sourciller, faire dans le haut du panier des As et même mieux pour certains points. Le 2, voilà, trop long. Pour son bien, trop boursouflé. Je pense ça se regarde, hein. Ça se regarde, hein, on n'est pas non plus, c'est pas une catastrophe, mais c'est vrai que voilà, c'est-à-dire que quand on vient, c'est vrai pas que les enchaîner déjà. Voilà, c'est ça. On a enchaîné les deux films. Je pense qu'avec 10 ans d'écart, ça devait pas être non plus la même réception. Parce que moi, quand j'ai vu le deuxième, je me rappelais pas que c'était aussi mauvais. Bon, je l'attendais avec impatience. Oui, je pense que quand ça fait 10 ans que t'as pas vu le 1, tu regardes le 2, je pense que tu passes un bon moment malgré tout. Ouais. Donc voilà. J'ai encore fait une erreur en fait. Je parlais de Friends with Kids en fait comme une réalisation de Leslie Headland en fait, et c'est pas du tout ça. Le film dont je parle, ça s'appelle Sleeping with Other People. Ce film, je le recommande fortement parce que c'est vraiment un film fandard. Voilà. Et Friends with Kids, c'est un autre film qui date de 2011 avec John Hamm en fait, mais c'est une comédie qui n'a rien à voir. Oui, et alors par contre, si on finit sur les erratums, le truc de Funny or Die, oui, en fait, il y a une vidéo Funny or Die sur le plateau d'un porno Anchorman, mais le film porno Anchorman est réel. Vraiment c'est véritablement un porno. Et ça s'appelle encore comme en français Anchorman, du coup? Non, Anchorman, le même titre, XXX parodie. Voilà, c'est comme ils ont fait plein de parodies XXX. Je pense que c'est moins d'explications, plus de son, Frédéric, le son. Alors, Pornhub. Encore. Ah ouais, Oui. Pardon, la jaquette, elle est super drôle. Ah, la jaquette est drôle. La jaquette est drôle. La jaquette, oui. Je sais pas si vous allez voir. Il faut taper Anchorman XXX et aller sur Google Images. Ouais. Juste regarder les deux premières. Et globalement, sur YouTube, sur Funny or Die, vous avez en fait l'équipe de Funny or Die qui va interviewer les acteurs pendant les scènes, etc. Tranquillement. Donc c'est flouté. Mais, Welcome to Pleasure Town. Voilà. Pardon. Voilà. Avec un Ron Burgundy plus vrai que nature. Ah ouais, puis alors, Mademoiselle Cornerstone aussi, hein. Ouais. Et un film en 2 disques. Corningstone. Ils ont besoin de 2 DVD. C'est encore plus long qu'Anchorman 2. C'est pire que tout. Ça dure 3 heures. T'en peux plus. Bref, j'attends la scène de combat, en tout cas. Je n'ai pas cette curiosité-là, je pense. Donc, merci à vous 3 de m'avoir accompagné pour cet épisode de Phase B. La semaine prochaine, ce sera un Monsieur Série and Friends. Et on se retrouve pour un autre Phase B, bien entendu, dans 2 semaines, comme d'habitude. Et on approche tout doucement de la fin de la saison. À bientôt. Bonne nuit. Bonne journée. Salut. Bonne journée. Stay classy, San Diego.